déjà 7 départs annoncés en fin de contrat, c'était attendu, parmi lesquels Angel Gomez, Rémi Cabella, Jonathan David, évidemment, Vito Mannone, puis les fins de prêt. Il y a Samuel Umtiti aussi, je n'oublie pas, même si on ne l'a malheureusement pas vu de la saison. Et puis les fins de prêt de Mitchell Baker et Chouba Pom. Il y a aussi pas mal d'autres joueurs qui sont très courtisés. Je pense à Lucas Chevalier et Don Zegrova en premier lieu. On peut aussi penser, pourquoi pas, à Alexandro Adiakite. On peut aussi penser à Benjamin André, qui lui-même a laissé planer le doute sur son avenir, lui qui est capitaine du club, qui attend lui aussi un petit peu comme Bruno Genesio des garanties sur la suite. Sachant qu'il y avait déjà eu des rumeurs à son sujet l'été dernier avec un possible départ au Qatar, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Il Et était qu'il tout aura proche. 35 ans cette année, Benjamin André. Donc c'est peut-être le moment pour faire un dernier gros contrat aussi. Il y a cet aspect pécunier qui peut rentrer en ligne de compte. Exactement, 1 an de la fin de son contrat, et il avait été tout proche d'Al Douail, club entraîné par un certain Christophe Galtier à l'époque. Et là aussi, il a fait comprendre que tous ces départs, toute cette réorganisation qui se profile dans l'effectif du LOSC va évidemment aussi l'impacter sur les choix qu'il va faire pour l'avenir. Moi, personnellement, si je commence à donner mon avis, j'ai l'impression qu'on est sur un été, si on se focalise sur l'effectif, de tous les dangers pour le LOSC, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu autant de départs de cadres annoncés ou déjà actés. Et il y a clairement à toutes les lignes, hein, toutes les lignes seront à réorganiser. On parle évidemment de la pointe avec le départ de Chouba Pom et surtout Jonathan David, plus aucun attaquant de pointe, même si André Illich et Mohamed Bayo sont toujours sous contrat. Au milieu, Benjamin André, on en a parlé, c'est peut-être le secteur le plus fourni, j'en parlais tout à l'heure, mais là aussi, il va y avoir des choses peut-être à surveiller sur le plan des départs. Sur les ailes, Edon Zegrova est un vrai sujet, il sera forcément à remplacer. Et puis en défense, on le sait, il y a encore les questions de Gabriel Gudmundsson et Ismaili qui ne sont pas encore officialisées. En défense, Diakité, Alexandro, normalement, la tendance est plutôt à ce qu'ils s'inscrivent dans la durée, mais on n'est pas clairement sûr. On sait qu'Alexandro avait été tout proche de Bologne, par exemple, l'été passé. Puis au poste de gardien de but, évidemment, Vito Mannone a annoncé son départ, mais on est surtout focalisé sur Lucas Chevalier, qui va être très courtisé et dont on ressent un petit peu quand même que ça sent la fin d'aventure du côté du LOSC, qui est une telle réorganisation pour un club qui, certes, a beaucoup, en tout cas, est stable financièrement, mais qui a justement misé sur cette stabilité aussi dans l'effectif pour pouvoir continuer à briller, à performer sportivement, ça m'inquiète un petit peu quand même sur la capacité, notamment à court terme, du LOSC à performer la saison prochaine. Et j'ai l'impression qu'en fait, on a reculé pour mieux sauter. On pouvait craindre que l'été dernier soit déjà une fin de cycle pour le LOS, parce quand on regardait la situation contractuelle de certains joueurs, on se disait, on sait comment ça fonctionne, soit on vend maintenant, soit il y a une prolongation. Sinon, on sait qu'on va être à un moment donné piégé. Et comme il y a eu la Ligue des Champions, comme il y avait la volonté de faire passer l'aspect sportif avant tout, ce qui est bien, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans certains clubs de foot, Lille aurait pu dire on en profite un max, on vend ce qu'on peut, je pense notamment à Jonathan David, potentiellement à Edon Zegrova, et puis on fait l'argent quand on peut le faire, et puis le sportif, la Ligue des Champions, bah, c'est secondaire, et puis on verra comment on s'en sort. Le LOSC a fait le choix de la continuité pour être performant en Coupe d'Europe. À court terme, ça a été le bon choix, ça lui a permis de faire une très belle campagne européenne, de faire rentrer quand même beaucoup d'argent dans les caisses du club. Donc je pense que le choix est globalement validé, mais le souci, c'est que tu as reculé le problème à 1 an. Et là, bah, du coup, Angel Gomez, fin de contrat, qui avait quand même une valeur marchande potentielle, je pense qu'il y a 1 an, c'est un joueur que tu pouvais peut-être vendre 20-25 millions d'euros. Jonathan David, à peu près la même chose. Et tu rajoutes à ça un Edon Zegrova qui a décidé de partir, qui ne prolongera pas et que tu vas être dans l'obligation de vendre cet été, mais que tu vas être dans une posture où tu vas devoir le vendre alors qu'il sort du 6 mois où il n'a pas joué, avec une blessure soit qui est vraiment problématique, soit de son côté, on n'a pas eu envie de rejouer sur la fin de saison pour ne pas prendre de risques pour son prochain club et peut-être aussi pour faire baisser sa valeur marchande pour partir plus facilement. Je ne vais pas tomber dans la théorie du complot, mais tout peut être imaginé sur ce dossier-là, tant ça a été flou sur son retour ou non son retour à la compétition en fin de saison. Et du coup, comme tu l'as dit, on a un été de tous les dangers parce que là, on a une vraie fin de cycle avec des cadres, des joueurs qui étaient là quand même depuis plusieurs saisons qui vont s'en aller, des joueurs importants. On peut rajouter Rémi Cabella dans l'eau, même si sa dernière saison a été moins prégnante. Il y a 2 ans de cela, Rémi Cabella était quand même l'un des éléments moteurs du secteur offensif du LOSC et tu vas devoir le remplacer quoi qu'il arrive. On peut ajouter à ça un Benjamin André qui, très clairement, je pense, a ouvert la porte à un départ. Je pense qu'il est arrivé au bout.
Il a vécu beaucoup de choses avec Lille, du titre jusqu'à cette campagne européenne. Je pense que cette campagne européenne, c'était un petit peu l'élément terminal, un peu l'apex de sa carrière à Lille. Et je serais très surpris qu'il reparte pour une année. Comme on l'a dit, en plus, au mois d'août, il aura 35 ans. Il va rentrer dans sa 36e année. Il fait beaucoup d'efforts. C'est un joueur très généreux. C'est vraiment l'une des valeurs sûres de notre championnat. Mais on sent qu'on arrive au bout de quelque chose. Et du coup, en ajoutant potentiellement un Diakité ou un Chevalier qui va être courtisé cet été, et s'il y a un chèque sur la table, sachant que tu n'auras pas pu faire d'argent sur Angel Gomez et Jonathan David qui vont partir libres, sachant que la mise que tu vas récupérer sur Adam Zegrova sera peut-être plus faible que prévu, et que tu n'auras pas l'apport de Ligue des Champions quand même si ce n'est pas vital pour les caisses du club, bah, tu vas être obligé sans doute de te séparer d'un élément fort de cette saison, notamment sur le plan défensif, et tu vas te retrouver à avoir potentiellement perdu toute ta colonne vertébrale, ou en tout cas les 3/4, les 4/5 de ta colonne vertébrale. Et là, il faudra faire les bons choix pour relancer le projet lillois. Alors, on pourra toujours dire que des joueurs qui sont arrivés l'été dernier étaient là un petit peu en mode anticipation. Je pense à Mathias Fernandez-Pardo, on peut penser à Osame Sarawi également, on peut penser à une montée en puissance d'un Boadi, d'un Ngala Imuko également, qui est aussi un projet d'anticipation. Quid d'Ethan Mbappé, qui s'est blessé, qui a vécu une saison délicate, qui a montré des choses intéressantes, mais est-ce qu'il a aujourd'hui le calibre pour être un titulaire au LOSC? J'en suis pas persuadé. Ce qui fait que potentiellement, tu vas devoir reconstruire une moitié d'équipe type. C'est là où il va pas falloir se tromper, parce que depuis quelques années, tu pouvais faire quelques retouches par-ci, par-là, en ayant une certitude sur ton ossature. Là, c'est plus du tout le cas. Et ça arrive brutalement d'un seul coup. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi sur un peu l'été de tous les dangers, ou au-delà de tous les dangers, à minima de tous les risques. C'est ça, et on n'oublie pas aussi Thiago Santos qui, s'il s'était pas blessé, serait sûrement, Oui. l'un des premiers candidats au départ, cet été, donc presque, heureux, quand on est d'un point de vue supporter lillois, de pouvoir compter sur Thiago Santos une saison de plus. Mais c'est vrai que on l'a dit, un été très dangereux qui approche, et on se focalisera tout à l'heure un petit peu sur les potentielles solutions de remplacement, même si on fera un papier un petit peu plus détaillé prochainement sur le site. Mais très clairement, il y a aussi des questions à se poser sur la suite à donner à cet effectif, et notamment sur les joueurs en fin de contrat en 2026. J'ai énuméré les fins de contrat très prochaines au 30 juin 2025. En 2026, on a Aïssa Mandi, Benjamin André, Thomas Meunier, André Gomes, Nabil Bentaleb, Gabriel Gudmundsson et donc Edon Zegrova qui vont quitter le navire. C'est, on l'a dit, très... Ça fait assez peur, parce que je me souviens notamment de Pep Guardiola qui avait expliqué, Mm. quand Manchester City était au max, que Manchester City performait, donnait presque l'impression de ne pas avoir besoin d'effectuer aucune retouche. Lui disait, pour renouveler un cycle, pour que l'équipe soit toujours performante d'année en année, il y a besoin de renouveler un petit peu l'effectif. Et on est sur 3 apports, 3 recrues nécessaires chaque année pour renouveler un cycle. Ça, c'est dans l'idéal. Aujourd'hui, tu l'as bien dit, il y a une moitié d'équipe type à reconstruire pour le LOSC, sans parler par exemple du gardien numéro 2 où il va falloir trouver quelqu'un d'autre, et même d'une doublure au poste d'attaquant. On doute que ça soit un poste réservé, un statut réservé à Mohamed Bayo. Et globalement, il y a une moitié d'effectifs entiers à renouveler, une dizaine de joueurs qui vont sûrement arriver. Ça promet, on va dire, cet été du côté du LOSC, ça promet d'être très animé, très agité, très bouillant, comme on l'a écrit dans le titre. Et très clairement, c'est pas clairement l'idéal, et tu as bien appuyé sur le fait d'avoir un petit peu retardé la bombe. J'ai l'impression que c'était une bombe à retardement. Ouais, il y a un peu de ça. Ces non-prolongations de Jonathan David et Angel Gomez, par exemple, qui sont quand même conservées. Ça me fait penser un petit peu à certaines franchises de NBA. Je sais qu'on suit un petit peu tous les deux ça, où d'un coup, on a un été, un changement complet de cycle, toutes les stars s'en vont, et puis on va ce qu'on appelle tanker pour revenir petit à petit sur le devant de la scène. Le souci Sachant que du le LOSC, risque est limité en NBA, parce que tu peux exactement, tanker. En gros, tu vas dans les bas-fonds de la ligue, mais tu n'as pas le risque de descente. Tu n'as pas de risque économique. Contrairement à un club comme le LOSC en Ligue 1, si l'année prochaine il fait 12e, c'est pas du tout ce qu'on projette, hein. Mais économiquement, le manque à gagner va être énorme. Et en plus de ça, tu n'as pas un choix numéro 1, numéro 2, numéro 3 de draft à la fin de la saison où tu peux exactement. relancer un cycle. C'est pour ça que c'est difficile de se retrouver dans cette situation-là, d'autant que, je te rends la parole très vite, tu as évoqué les joueurs en fin de contrat en 2026, lesquels sont vraiment des projets d'avenir pour le LOSC. André Gomes, 31 ans, Nabil Bentaleb, 30 ans, et puis il faudra voir comment il revient pleinement
de ce qui lui est arrivé il y a un an, et on a pu comprendre qu'il y avait peut-être un peu de friture sur la ligne aussi avec Bruno Genesio. Et puis, on ajoute à ça Thomas Meunier, Aïssa Mondi et Benjamin André, qui ont tous plus de 33 ans aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des projets d'avenir, hormis Gabriel Gudmundsson, mais qui va aussi arriver à un moment où il est au présent au club depuis 2021, où il y aura peut-être l'envie de voir autre chose. Donc, en fait, sur les joueurs qui sont également en fin de contrat l'été prochain, tu en as peut-être certains que tu vas être obligé de, alors pas les plus âgés du coup, mais il y en a peut-être certains où la question va se poser dès cet été et où tu vas rajouter un ou deux dossiers supplémentaires aux dossiers qu'on a déjà mis sur la table. C'est ça, il y a soit des trentenaires un petit peu en fin de cycle, soit des joueurs qui sont candidats au départ cet été. Donc là aussi, ça rajoute un petit peu au remue-ménage qui s'annonce du côté du LOSC. Et j'en reviens à ma métaphore, à ma comparaison avec la NBA. Le LOSC en Ligue 1, dans le football, aura besoin, lui, de rester performant tout en changeant complètement de cycle. Au contraire des franchises NBA, tu en as parlé, où il n'y a pas forcément cet enjeu sportif. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Comment faire pour rester performant malgré tous ces départs de cadres, malgré tous ces départs de stars, un petit peu à l'échelle du LOSC. Ça va être compliqué, ça s'annonce compliqué. Le LOSC a quand même, si on est un petit peu plus optimiste, la chance d'avoir non seulement une situation financière très stable, très bonne à l'échelle du football français. C'est le meilleur élève du football français. Et Un en vrai plus atout, de ça. ça, un petit jackpot quand même, on ne l'oubliera pas, venu de la Ligue des Champions, qui va permettre d'avoir des moyens pour reconstruire cette équipe, pour rebâtir cette équipe. Avec qui, c'est la question. Est-ce que, Romain, tu avais quelques idées peut-être de noms, de profils déjà dessinés pour essayer de renforcer cette équipe, notamment sur les points chauds de cet effectif? Je pense notamment dans les buts, avec un départ probable de Lucas Chevalier, et devant, en pointe, avec le départ de Jonathan David, voire sur l'aile avec le Kai Donzegrova aussi. Non, mais c'est exactement ce que tu as évoqué. En fait, le LOSC a au moins un argument, parce que là, on va dire qu'on est très C'est inquiétant depuis alarmiste. quelques minutes, très alarmiste dans notre scénario de l'été lillois. Mais effectivement, tu as remis le club à l'équilibre financièrement, donc tu vas pouvoir réinvestir après des années où tu as investi, mais en faisant vraiment des bons coups et en réalisant surtout des grosses ventes, en ayant certains projets qui ont été en termes de vente accélérés. Je pense à Onana. Quand Onana part en Angleterre, peu de temps après son arrivée, tu ne dis pas que tu vas faire une plus-value comme ça le concernant aussi vite. Lenny Yoro, par exemple. Il y a eu un troisième cas également de départ en première ligue, son nom m'échappe, un autre milieu de terrain qui est Carlos arrivé, Baleba. Carlos Baleba, c'est ça. Donc rien que sur ces trois projets-là, tu as eu des projets de trading hyper accélérés qui t'ont fait du bien financièrement et qui ont permis de terminer ton projet de restructuration économique du club. Là, tu as eu le pactole de la Ligue des Champions. Tu vas aussi avoir une masse salariale un peu allégée par certains départs, Umtiti, David, Angel Gomez, potentiellement Benjamin André. Donc, c'est aussi le moment pour faire les bons choix, pour te relancer, pour aller chercher des projets, des joueurs sur lesquels tu vas pouvoir reconstruire un projet à 2, 3, 4 ans, à la fois sportivement et aussi économiquement, en prévoyant une vente. Je ne sais pas, par exemple, il y a une rumeur moi, qui me plaît beaucoup, et c'est un profil de joueur, je sais qu'on apprécie tous les deux, pour l'après Jonathan David. Alors, je ne sais pas si c'est le profil idoine pour le remplacer, mais moi, je sais qu'il y a un Mathis Sabline, par exemple, qui est courtisé par beaucoup de clubs français, de ce qu'on a cru comprendre. Il y a notamment une concurrence de Strasbourg où il coche toutes les cases du projet Blueco qui est mis en place aujourd'hui à Strasbourg. Mais un Mathis Sabline, pour moi, c'est typiquement le genre de profil sur lequel le LOSC doit dire s'il y a la possibilité de le faire, on fonce. Ça reste un joueur jeune, 22 ans, qui quand même désormais a deux vraies saisons dans les pattes en Ligue 1 avec un prêt et une vente du côté de Nantes, deux belles saisons à Nantes où il a montré que le potentiel qu'on avait vu chez lui du côté du Havre, notamment en Ligue 2, n'était pas usurpé. C'est un profil qui est un peu similaire à Jonathan David dans le sens où c'est pas uniquement le neuf qui va rester dans la surface, qui va mettre ses buts, même s'il y a 9 buts cette année, 2 passes décisives, on pourrait dire en 34 matchs, c'est pas tant que ça pour un attaquant. Déjà, il est à Nantes, dans une équipe qui n'était pas réputée pour être la plus offensive du championnat. Et c'est un attaquant très complet dans le sens où il va pouvoir participer au jeu, il va défendre, il est grand, il est puissant, il y a la pointe de vitesse, il y a la capacité à jouer à plusieurs postes devant, seul ou accompagné. Une mentalité qui, je pense, peut parfaitement coller au LOSC. Si je devais faire une comparaison un petit peu hasardeuse, je vais m'hasarder à cette comparaison, j'ai l'impression que ça peut être un peu le nouveau Martin Terrier.
C'est-à-dire un joueur qu'on ne va pas forcément prendre tout de suite au sérieux en se disant il a la capacité à jouer dans un gros club ou qui va faire l'étape dans le gros club comme l'a fait très tôt Martin Terrier du côté de Lyon, peut-être trop tôt, peut-être pas dans le bon club, peut-être pas au bon moment, mais qui en réalité, le potentiel est là. Et quand il va aller dans un club dit intermédiaire, c'est-à-dire pas les 3-4 gros clubs du championnat, mais un club typé comme Rennes avec Martin Terrier, et ben c'est le joueur qui va exploser. Et c'est le joueur qui va être en capacité de mettre 13-14 buts par saison, tout en ayant une implication dans le collectif qui est certaine et qui est pertinente, et sur lequel il y a à terme la possibilité de faire une vente en Allemagne ou en Angleterre pour peut-être le double de la valeur d'achat cet été, d'autant plus qu'on a compris qu'à Nantes, financièrement, c'était très compliqué et que du côté de Valais-Marquitan, on allait avoir besoin de ventes. Donc, je pense très clairement que pour l'après Jonathan David, ça doit être l'une des pistes prioritaires, sans dire que c'est le choix A et l'unique choix possible. Je valide totalement. On est en train de travailler, de préparer un petit peu le papier mercato idéal du LOSC. Maintenant qu'on a la confirmation de Bruno Genesio sur le banc, on peut se projeter. Mathis Sabline, c'était la piste prioritaire, je pense, pour remplacer Jonathan David. Parce que tu l'as dit, il y a un mélange de profil parfaitement adapté pour prendre la suite du Canadien, attaquant un numéro 9 très complet, qui participe énormément au jeu, qui est très très bon techniquement et cognitivement, qui est très intelligent dans tout ce qu'il fait, dans ses choix, dans ses Capacité de déplacements. déplacement, vraiment, c'est... C'est ça, il y a vraiment très, très peu de choses à dire. On l'a vu dans une équipe où il est très peu alimenté, où il a que des miettes à se mettre sous la dent, il est très performant. Et il avait notamment marqué les esprits quand Nantes était de passage à Pierre-Mauroy, où il avait surnagé, malgré le fait qu'il avait 3-4 ballons par mi-temps. Il était exceptionnel d'intelligence pour conserver le ballon, faire la différence. Un vrai attaquant autosuffisant qui, je pense, s'inscrirait dans la droite lignée de Jonathan David et qui... en plus, ça sort d'une saison très complète. Donc, il y a non seulement le mix du profil, mais aussi des, entre guillemets, garanties sportives, même si on n'en a jamais. Mais on est sur un attaquant qui est clairement dans la force de l'âge, qui ne peut que progresser, qui s'inscrit aussi dans le modèle un petit peu de recrutement du LOSC, avec un vrai potentiel de revente et qui, je pense, est parfaitement adapté. J'avais pensé à un autre profil, moi, similaire, aussi attaquant de Ligue 1, aussi qu'on a pas mal vu, notamment sur la deuxième partie de saison, c'est Lucas Tassin, qui, pareil, a un profil un petit peu similaire, très fort dans le jeu collectif, capable de décrocher, qui travaille aussi pas mal défensivement comme le fait Jonathan David, qui venait de Belgique, qui a vécu, lui on a pu observer ça, une première partie de saison difficile sous Olivier Dalloglio, dans un style de jeu qui lui convenait pas, un bloc bas où il était très peu alimenté, où il était à chaque fois envoyé au casse-pipe. Il n'est pas encore aussi établi qu'un Mathis Sabine, par exemple, qui a plusieurs saisons de haut niveau dans les jambes, notamment en France. Lucas Tassin, il est arrivé l'été dernier de Belgique. Je l'avais un petit peu suivi en Belgique. Je trouvais que c'était un coup très intéressant, malgré les 10 millions déboursés par Saint-Etienne. Ça se confirme. Je pense qu'il partira au moins pour la même somme, malgré la relégation de Saint-Etienne. En tout cas, il ne restera pas en Ligue 2, à mon humble avis, surtout vu la deuxième partie de saison qu'il a fait. Et là aussi, on est sur un attaquant qui n'est pas un attaquant de surface, mais qui est un attaquant qui participe beaucoup au jeu, qui a une vraie intelligence de déplacement, qui travaille beaucoup, que ce soit avec et sans ballon, offensivement et défensivement, qui a une vraie aussi aisance technique, et puis qui a même un caractère, une mentalité. On sait que Jonathan David est lui très froid, voilà, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Iceman, qui a un vrai recul. Lustassin est beaucoup plus caractériel, et malgré son jeune âge, j'ai très peu de doutes sur sa capacité aussi de ce point de vue-là à s'imposer dans un très grand club, en tout cas dans un plus grand club que Saint-Etienne aujourd'hui, comme le représente le LOSC. Non, mais là où Lucas Tassin, c'est intéressant, c'est que c'est encore plus jeune. C'est que Saint-Etienne est encore plus sans doute en difficulté, même si économiquement le club se porte bien. En tout cas, du côté des dirigeants, on n'est presque pas inquiet de la relégation en Ligue 2. Mais après, on a bien vu Élie Junior Croupier rester à Lorient et marcher sur la Ligue 2. Donc pourquoi pas Saint-Etienne qui retient Stassin et qui lui dit tu nous fais remonter, l'an prochain on retourne en Ligue 1, tu auras 21 ans, tu fais une saison avec nous et à la fin de la saison on te vend. Ça peut aussi être un plan du côté de Saint-Etienne en se disant on le conserve. Bon courage quand même. Croupier est quand même beaucoup plus jeune et je suis pas sûr qu'il avait autant prouvé en Ligue 1 que Stassin a pu le faire sur cette deuxième Oui, partie de saison. Croupier, on voyait qu'il y avait des choses, on C'est ça. avait vu des flashs, mais déjà plus jeune et puis attaché au club. C'était quand même son club formateur, le lien avec son père également, donc ça venait pas de nulle part. Stassin, il vient d'arriver, il n'y a aucune attache particulière, si ce n'est les attaches qu'il a pu créer cette saison avec Saint-Étienne, mais c'était dans une projection au cas où Saint-Étienne décidait de le conserver.
Mais c'est sûr que c'est une piste très intéressante. Alors, je pense qu'elle offre un tout petit peu moins de garantie que Mathis Sabine. Mm. Je pense que ça peut être aussi peut-être dans une variable de prix assez similaire et entre les deux au même prix. Je pense que je vais sur Mathis Sabine Je suis plutôt que d'accord. sur Lucas Tassin, parce que dans la même veine, un peu révélation de la saison en Ligue 1, on pouvait penser à un Esteban Le Paul. Déjà, il y a un peu moins de stats. C'est un joueur à maturité un peu plus tardive, lui un petit peu plus âgé, Esteban Le Paul, qui est du côté d'Angers, qui n'était même pas titulaire au début de la saison du côté d'Angers, qui s'est imposé au fur et à mesure, qui fait une très belle saison, qui est un peu aussi dans ce profil d'attaquant très complet, capable de faire beaucoup de choses, mais à 25 ans, une seule saison et encore même pas complète en Ligue 1, avec 9 buts, on voit beaucoup moins de pourcentage de temps de jeu où il est titulaire par rapport à Mathis Sabine, qui était titulaire indiscutable à Nantes, et à Lucas Tassin, qui l'est devenu à Saint-Etienne et qui a sans doute manqué au moment du sprint final. Mais je pense qu'on est un peu dans ce range d'attaquants-là, avec bien entendu une préférence, moi, dans l'ordre de préférence, dans l'ordre où on les a cités. Hein. Abin, Mm. Stassin, Esteban Le Paul. Je pense que même Esteban Le Paul, c'est encore trop tôt. Je pense qu'il est dans la même situation que Mathis Sabine il y a un an. Un joueur qui a franchi un palier, qui a un peu explosé le plafond de verre, entre guillemets, ou en tout cas qui s'est montré, qui s'est mis sur la carte de la Ligue 1 et qui a besoin d'une deuxième saison dans un club typé Angers, typé Nantes, pour confirmer et démontrer qu'il peut aller encore un peu plus haut. Je pense que Lille est davantage avancé dans son projet pour aller sur un profil d'attaquant plus établi. On peut penser à des attaquants, des vétérans de la Ligue 1, en tout cas des valeurs sûres de la Ligue 1, des joueurs qui ont beaucoup marqué en Ligue 1 cette saison ou par le passé. Ludovic Ajorc, par exemple, qui avait déjà été cité à Lille il y a 1 ou 2 ans, ou un Habib Diallo, l'ancien Strasbourgeois, qui va peut-être revenir en Ligue 1 cet été. Mais dans la stratégie qu'on a évoquée, la stratégie de projection aussi avec de jeunes joueurs, de trading, la stratégie double sportive et économique, ces deux joueurs-là me paraissent moins prégnants qu'un Mathis Sabine, par Mm. exemple, ou qu'un Lucas Tassin dans le profil qu'on a établi, si tant est que ça soit le profil souhaité par le LOSC. Ouais, et je te rejoins sur Le Paul, peut-être plus dans un rôle de 1 bis, de doublure capable de mettre la pression Ouais, sur le numéro 1. On verra qui sera le vrai numéro 1. Mais un petit peu dans ce qui est attendu par Mohamed Bayo quand il est recruté du côté de Clermont. Il n'a pas confirmé, il a vite dérapé malheureusement Mohamed Bayo, mais on peut le voir dans ce genre de recrutement avec un Esteban Le Paul qui, tu l'as dit, en plus une belle histoire personnelle. Donc ça serait intéressant, pourquoi pas, de voir ce joueur du côté du LOSC dans un rôle de doublure. Peut-être très rapidement, avant qu'on passe à la suite, aussi le dossier des gardiens. On sait qu'il y a déjà quelques noms qui sont sortis. Marco Bizot, Guillaume Rest, Yevan Diouf, dans l'ordre des priorités apparemment établi par la direction Lillos. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es déjà convaincu, conquis par les pistes évoquées, et notamment aussi par l'ordre établi apparemment par la direction lilloise sur ce dossier du remplacement de Lucas Chevalier? bah, les pistes paraissent assez logiques, je trouve. Par rapport à ce qu'on voit en Ligue 1, les noms évoqués, ça ne me paraît pas déconnant. Marco Bizot a l'avantage d'être un gardien expérimenté, peut-être un peu trop, si on est dans cette projection toujours moyen-long terme pour le LOSC, mais qui sort d'une saison en Ligue des Champions où il a montré de très bonnes choses. En gros, ça serait le projet, le gardien à l'instant T qui est le plus établi, qui apporterait le plus de garanties à l'instant T. Ce serait presque, entre guillemets, un gardien de transition du côté de Lille, en se disant, bon, si Lucas Chevalier s'en va, on a 1-2 ans de Marco Bizot et on voit comment on évolue par la suite. Je pense que financièrement, ça peut aussi être celui qui est le plus facilement accessible par rapport aux autres noms qui ont été cités. Parce que moi, Guillaume Rest, par exemple, je ne suis pas méga fan. Je ne sais pas ce que toi tu en Il penses, mais sort d'une saison très compliquée quand même du côté de Toulouse, notamment la première partie de saison. Et je pense qu'il n'y a pas cette garantie encore, pas assez de régularité sur toute une saison pour être prêt à faire le saut vers un club comme Lille, même s'il est, on le voit à l'écran, estimé à 20 millions d'euros. Déjà, ça me paraît un petit peu surestimé aujourd'hui, même si c'est un gardien d'un immense talent. c'est le Mais j'ai peur potentiel. c'est ça exactement, j'ai peur d'une trajectoire à la Alban Lafont, qui paraît du côté de Mm. Toulouse était vu comme un gardien éminemment prometteur, l'un des tout meilleurs du continent, qui finalement a eu beaucoup de mal à confirmer sur la durée. Au final, on voit aujourd'hui sa situation. Je ne lui souhaite pas à Guillaume Rest. Je pense qu'il a évidemment le plafond pour aller bien plus haut, mais attention à ces trajectoires. Et
autant tu parlais de Marco Bizot, trop expérimenté, qui sort là aussi d'une saison pas totalement parfaite, mais qui au moins a voilà, un certain niveau plancher ou une certaine garantie quand tu recrutes Marco Bizot, tu sais que ça sera pas catastrophique, qu'on reviendra pas au temps des Ivo Gerbic et Léo Jardim. Guillaume Rest, ça peut être, en plus le fait qu'il soit très jeune, ça peut devenir un flop malheureusement parce que bah voilà, très jeune, aucune garantie, il sort de chez lui, il est encore dans son cocon du côté de Toulouse et on sait que le poste de gardien est très exposé. Donc moi je serais plutôt d'avis de partir sur la troisième piste. J'en aurais fait ma piste prioritaire, Yehvan Diouf, qui est un petit peu le mix des deux, gardien plus expérimenté mais plus jeune qu'un Marco Bizot par exemple, qui a lui aussi un potentiel de revente. On sait que c'est important dans l'état d'esprit du LOSC et qui pour le coup sort d'une saison assez stratosphérique du côté de Reims, qui serait déjà en Ligue 2, pas en barrage si Yehvan Diouf n'était pas là, et qui est le gardien dans les stats avancées le plus impactant de Ligue 1 sur sa ligne, le plus performant, l'un des tout meilleurs gardiens de Ligue 1 déjà, qui sera courtisé par, je pense, tous les clubs du même calibre que le LOSC qui recherche un gardien, comme Monaco, comme Nice potentiellement, qui sera aussi, je pense, courtisé à l'étranger. Donc ce sera pas simple de le débaucher, mais on sait que Reims, notamment en cas de redescente en Ligue 2, devra aussi vendre parce que c'est un club qui est en difficulté économique, qui même en cas de maintien en Ligue 1 devra vendre Yehvan Diouf, je pense. Donc ça peut être une piste intéressante qui rassemble un petit peu tous les bons points des deux gardiens évoqués, Marco Bizot et Guillaume Rest, avec voilà, une recrue un petit peu estampillée LOSC. Je trouve que ça ressemble bien au modèle de recrutement établi par le LOSC. Il m'a rassuré cette saison, puisque tu parlais d'Alban Lafont de Guillaume Rest, le lapsus, qui a pas fait une grande saison cette année avec Toulouse. Je trouvais que la saison dernière de Yehvan Diouf avec Reims, ça n'avait pas été folle. Je ne sais pas ce que tu en penses. Avec certains trous d'air, des moments vraiment compliqués. Et cette année, il m'a rassuré sur sa capacité à être vraiment un numéro 1 de Ligue 1 établi sans souci et peut-être franchir un cap supplémentaire en quittant Reims pour un club plus établi. Donc sur cet aspect-là, il m'a rassuré. C'est sûr que tu as tout évoqué, à la fois sur l'âge, à la fois sur l'avancée dans la carrière, à la fois sur la forme du moment. C'est sans doute l'option hybride et qui du coup est la plus logique, la plus crédible si on s'arrête au gardien de Ligue 1. Mais pour autant, en fait, c'est parce que c'est Lucas Chevalier, le gardien du LOSC qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver le successeur idéal. C'est ça. Parce qu'aucune des trois pistes me convainc complètement. Autant, je ne dis pas que je fais all-in sur Mathis Sabine offensivement, mais je me dis, si ça se fait, je pense que c'est une très bonne pioche. Et si on devait noter le transfert, je mettrais un B, par exemple. Là, j'ai l'impression qu'en fait, le LOSC va devoir se montrer très créatif sur ce dossier-là. Et j'ai presque envie de voir le LOSC aller chercher un gardien en dehors du championnat français. Je me dis que là, aujourd'hui, dans le championnat de France, on aura du mal à trouver meilleur, c'est certain, c'est le meilleur gardien du championnat, Lucas Chevalier, mais un gardien qui aura la capacité à prendre la succession et sans non plus avoir le sentiment d'être dans l'ombre de Lucas Chevalier. Tu parlais de Guillaume Rest, c'était déjà son numéro 2 en sélection il n'y a pas si longtemps. Tu parlais de Yehvan Diouf, constamment on va faire la comparaison avec Lucas Chevalier, il l'a vu jouer, il sait ce que c'est et ça peut lui mettre une forme de pression. Donc je me demande si en fait il ne faudrait pas repartir avec un gardien qui vient d'un championnat étranger, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, j'en sais rien, mais un gardien qui viendrait avec absolument aucun élément de comparaison en tête, qui n'aurait pas le sentiment qu'il y ait l'ombre de Lucas Chevalier qui plane au-dessus de lui. Et en gros, on pourrait avoir uniquement que la bonne surprise. Parce que pour beaucoup de monde, ça serait un gardien méconnu. Et là, on pourrait se dire, OK, le LOSC a fait une bonne pioche, comme le LOSC l'avait fait en allant chercher Don Zegrova à un moment donné, comme le LOSC l'a fait en allant chercher Alexandro, qui étaient des joueurs qui n'étaient pas connus des suiveurs du championnat de France et qui se sont imposés comme des titulaires et des valeurs sûres du LOSC par la suite. Ouais, je suis assez d'accord dans les pistes déjà que j'ai un petit peu travaillé. Il y a des pistes qui mènent en Norvège, en Suisse, en Belgique. Donc, il y aura tout ça à retrouver sur le site dans les prochains jours, prochaines semaines, sur un mercato idéal assez détaillé, travaillé.